Coupe de moteur. Bernard a exactement ce qu'il faut dans son garage. Je souris en les regardant. Émilie est la seule qui s'entende vraiment bien avec Édouard. Peut-être parce qu'elle a hérité de son amour pour les machines et la technologie. Après le petit déjeuner, je conduis les enfants à l'école dans notre vieille Renault Scénic. Jason reste collé à son téléphone tout le trajet tandis qu'Émilie parle du prochain salon des sciences. Quand nous arrivons devant l'école, Jason saute de la voiture sans même dire au revoir, mais Émilie s'attarde une seconde. « Mamie, dit-elle doucement. Tu n'as pas oublié que la réunion parents-professeurs, c'est après-demain. » Je hoche la tête. Bien sûr que je n'ai pas oublié. Je vais à toutes les réunions parents-professeurs pour Lorraine, qui chaque matin, je me réveille à 5 heures, que j'ai besoin d'aller quelque part ou non. Des années de travail comme infirmière m'ont appris à me lever tôt. Et même maintenant, 2 ans après ma retraite, mon horloge interne fonctionne à la perfection. Édouard se réveille généralement 1 heure plus tard. Sa respiration régulière à côté de moi est l'une de ces petites joies que j'ai appris à apprécier au cours des 15 années de notre mariage. Ma matinée commence toujours de la même manière. Je me glisse doucement hors des draps pour ne pas réveiller mon mari. J'enfile une vieille robe de chambre qu'Édouard me demande sans cesse de jeter, mais je refuse. Elle est confortable et familière, comme une vieille amie. Puis je vais à la cuisine, je mets la bouilloire en marche et je regarde par la fenêtre la rue tranquille de Beau-Rivage, le quartier de Nantes où Édouard et moi avons acheté cette maison avant de nous marier. Elle n'est pas luxueuse, mais elle est spacieuse et chaleureuse. 2 étages, 4 chambres, un petit jardin et un garage où Édouard bricole parfois de vieilles voitures, même s'il est officiellement à la retraite depuis 2 ans. Aujourd'hui, c'est mardi, ce qui signifie que je dois préparer un petit déjeuner supplémentaire. Lorraine part généralement tôt, et ses enfants, mes petits-enfants, Jason et Émilie, ont besoin de quelque chose de consistant avant l'école. Ils vivent avec nous depuis près d'1 an, depuis que le mari de Lorraine, Bruno, a perdu son emploi et qu'ils ont dû vendre leur maison. Une solution temporaire, avait dit ma fille à l'époque, mais le temps passe et la situation ne fait que s'enraciner. Bonjour, maman. La voix de Lorraine me fait sursauter. Elle se tient sur le seuil de la cuisine, déjà entièrement habillée pour le travail. Maquillage impeccable, tailleur strict, ses cheveux tirés en un chignon serré. À 42 ans, elle a l'air posée et déterminée. Encore levée si tôt. C'est l'habitude. Je souris en sortant les œufs du réfrigérateur. Omelette ou juste un café? Juste un café. Je suis en retard pour une réunion, dit-elle en attrapant déjà sa tasse préférée. Les enfants vont bientôt descendre. Tu peux les emmener à l'école? Je ne pourrai pas aujourd'hui. Je hoche la tête, même si ce n'est pas une question, mais une affirmation. Depuis quelques mois, c'est moi qui emmène mes petits-enfants à l'école, qui vais les chercher, qui prépare les repas et qui vérifie leurs devoirs. Non pas que je me plaigne. J'adore passer du temps avec eux. Mais parfois, j'aimerais que Lorraine demande au lieu de simplement m'ordonner quoi faire. Édouard apparaît dans la cuisine au moment où Lorraine se précipite dehors, saluant brièvement son beau-père. Leur relation a toujours été fraîche. Mon second mari n'a jamais essayé de remplacer le père des enfants, mais Lorraine et Kevin n'ont jamais vraiment essayé de l'accepter, même après 15 ans. Bonjour, mon rayon de soleil. Édouard m'embrasse sur la joue et se verse du thé. À 70 ans, il est encore un homme solide, avec les mains fortes d'un mécanicien et des yeux bienveillants qui m'ont immédiatement séduite après mon divorce amer avec mon premier mari. Notre princesse est encore partie sans même prendre de petit déjeuner. Elle a une réunion, dis-je en haussant les épaules, mettant l'omelette dans les assiettes. Tu vas au garage de Bernard aujourd'hui? Édouard acquiesce en sirotant son thé. J'ai promis de l'aider avec cette Peugeot de 98. Le propriétaire est prêt à bien payer si on la remet en état. Je souris. Édouard ne peut pas vivre sans travailler, même à la retraite. Il travaille au noir dans le garage de son ami quelques jours par semaine, moins pour l'argent que pour s'occuper les mains. Le bruit de pas dans l'escalier annonce l'arrivée des petits-enfants. Jason, 15 ans, déboule le premier, plongé dans son téléphone, suivi par Émilie, 13 ans, des écouteurs autour du cou. « Salut, mamie », dit Jason sans même me regarder, et se dirige directement vers le réfrigérateur. « Y a un truc bon à manger. » « J'ai fait une omelette », dis-je en montrant les assiettes. « Encore », il grimace. « Je vais prendre des céréales. » Émilie s'assied à table, murmurant un « merci » discret, et prend sa fourchette. Elle est plus polie que son frère, mais dernièrement,
elle est devenue plus distante aussi. Bonjour, Jason, dit Édouard, sa voix un peu plus sèche que d'habitude. Ta grand-mère s'est levée à 5 heures du matin pour te faire le petit déjeuner. Tu pourrais au moins dire merci. Jason lève les yeux au ciel mais marmonne quelque chose qui ressemble à un remerciement et s'assoit à contre-cœur à table. Papy Édouard, dit Émilie, tu pourrais m'aider avec mon projet de science? On doit faire une maquette de moteur à combustion interne. Le visage d'Édouard s'illumine. Bien sûr, ma chérie. Je vais faire plus que te faire une maquette. Je vais te montrer une vraie Est toujours occupée. J'y serai, ma chérie. De retour à la maison, je m'occupe de mes tâches habituelles. Lessive, nettoyage, cuisine. La maison est grande, et la garder propre n'est pas une tâche facile. Bruno, le mari de Lorraine, est généralement absent. Il est toujours à des entretiens d'embauche ou à des réunions avec des partenaires potentiels, comme il les appelle. Quelques fois par semaine, il rentre tard, sentant la bière. Lorraine fait semblant de ne pas le remarquer. Vers midi, le téléphone sonne. C'est Kevin, mon fils. Salut, maman, dit-il, la voix tendue. Comment vas-tu? Je vais bien, mon chéri. Comment va Jenny? Je demande, parlant de sa femme. En fait, c'est pour ça que j'appelle. Il marque une pause. On a une nouvelle. Jenny est enceinte. Un instant, je suis figée de joie. Mais je me souviens ensuite qu'ils vivent dans un minuscule appartement et que Kevin, chauffeur routier, joint à peine les deux bouts. C'est merveilleux, mon chéri. Je suis si heureuse pour vous. Merci, maman. Il n'a pas l'air très heureux. Écoute, on a réfléchi. Notre appartement est petit. On n'a pas d'argent pour un nouveau. Lorraine dit que toi et Édouard avez 2 chambres de libre. Je sens quelque chose se serrer en moi. Bien sûr, j'aime mon fils et mon futur petit enfant, mais la maison est déjà pleine. Édouard et moi, Lorraine et son mari et leurs 2 enfants. Et maintenant, Kevin et Jenny enceinte. Bien sûr, mon chéri, dis-je automatiquement. On trouvera une solution. Après l'appel, je m'assieds à la table de la cuisine, épuisée. J'aime mes enfants, mais parfois, j'ai l'impression qu'ils nous considèrent, Édouard et moi, comme un hôtel gratuit avec pension complète et service inclus. Quand Édouard rentre du garage, je lui parle de l'appel de Kevin. Ils veulent emménager avec nous. Ses sourcils se haussent. Martine, la maison est déjà pleine à craquer. Où allons-nous les mettre? Je ne sais pas, je soupire. Mais c'est mon fils, Édouard, et ce sera notre petit-fils ou notre petite-fille. Édouard s'adoucit et passe son bras autour de mes épaules. Bien sûr, ma chérie. On trouvera bien quelque chose. Peut-être qu'on construira une extension. Ou, il ne finit pas sa phrase, et je sais ce qu'il pense. Nos économies ne sont pas infinies, et les enfants proposent rarement une aide financière. Le soir, toute la famille se réunit pour le dîner. J'ai préparé un rôti de bœuf, le plat préféré d'Édouard. Lorraine est en retard, comme d'habitude, et quand elle arrive, elle annonce immédiatement la nouvelle. Kevin et Jenny emménagent avec nous. N'est-ce pas génial? Dit-elle avec enthousiasme à ses enfants. Vous allez avoir un nouveau cousin. Édouard me lance un regard perplexe. Nous n'en avons même pas encore discuté, et Lorraine a déjà tout décidé. Quand est-ce qu'ils emménagent? Je demande en essayant de rester calme. Le week-end prochain, dit Lorraine en se servant de la salade. J'ai pensé que la grande chambre d'amis serait parfaite pour eux. On pourra transformer la plus petite en chambre de bébé. Mais c'est ma salle de couture, je fais remarquer. C'est le seul endroit de la maison que je peux considérer comme le mien. Une petite pièce avec ma vieille machine à coudre et mes tissus de patchwork, mon passe-temps de retraité. Oh, maman, Lorraine balaie l'argument d'un geste de la main. Tu n'y vas presque jamais. Tu peux mettre ta machine dans la chambre ou au sous-sol. J'ouvre la bouche pour protester, mais je remarque le regard d'avertissement d'Édouard. Pas maintenant, disent ses yeux, et j'avale mes mots en même temps que mon dîner qui refroidit. Après le dîner, quand les enfants se sont dispersés dans leur chambre et que Bruno s'est installé devant la télé, Édouard et moi sortons dans le jardin. L'air du soir est frais, et je jette un gilet sur mes épaules. Tu as vu ça? Dis-je doucement. Ils n'ont même pas demandé. Ils ont juste décidé pour nous. Édouard soupire et passe ses bras autour de mes épaules. Je sais, Martine, mais que peut-on faire? Ce sont tes enfants. Nos enfants. Je le corrige. Tu es avec eux depuis 15 ans,
Édouard. Tu es leur beau-père. Il sourit tristement. Pour eux, je serai toujours le mari de leur mère, surtout pour Lorraine. Nous restons silencieux, à regarder les étoiles. Finalement, Édouard dit, tu sais, peut-être que c'est pour le mieux. La maison sera pleine de vie, et nous ne rajeunissons pas. Je hoche la tête, mais quelque chose en moi résiste. Ce n'est pas que je ne veuille pas aider les enfants. C'est la manière dont ils le font. Sans respect, sans gratitude, comme si Édouard et moi n'étions rien, invisibles dans notre propre maison. Le week-end suivant, Kevin et Jenny emménagent. Jenny n'est enceinte que de 3 mois, mais elle porte déjà des robes amples et se tient constamment le ventre, comme si elle craignait que quelqu'un ne remarque pas son état. Ma machine à coudre et tout mon matériel de patchwork finissent dans un coin de notre chambre, à Édouard et moi. Et la petite chambre d'amis est rapidement transformée en future chambre de bébé, bien qu'il reste encore 6 mois avant la naissance. La vie devient encore plus stressante. La maison qui semblait autrefois spacieuse est maintenant exiguë. 7 personnes, et bientôt 8. 2 générations, des habitudes différentes, des idées différentes sur l'ordre et le respect. Chaque matin, je me lève toujours à 5 heures, prépare le petit déjeuner, emmène mes petits-enfants à l'école, nettoie, fait la lessive et prépare le déjeuner et le dîner. Édouard aide autant qu'il peut, mais il passe la plupart de son temps au garage de Bernard. Je pense que c'est en partie pour éviter les tensions à la maison. Mercredi, la facture d'électricité arrive. 300 € de plus que d'habitude. Je la montre à Édouard quand nous sommes seuls dans la chambre. Qu'est-ce qui se passe? Il fronce les sourcils en regardant les chiffres. Pourquoi est-elle si élevée? Jenny met la climatisation à fond en permanence, j'explique. Elle dit qu'elle a chaud parce qu'elle est enceinte. Et Jason joue à ses jeux vidéo toute la journée. Édouard soupire et sort son chéquier. Je leur parlerai demain. Ils doivent t'aider à payer les factures. Mais le lendemain arrive et passe, et la conversation n'a jamais lieu. Édouard n'aime pas les conflits, surtout avec mes enfants. Il fait un chèque et paie la facture, comme il le fait chaque mois. Vendredi soir, alors que tout le monde est réuni pour le dîner, Lorraine annonce que Bruno s'est vu proposer un emploi prometteur. C'est une percée, rayonne-t-elle. Bruno va devenir directeur régional des ventes pour une société pharmaceutique. Félicitations, dit Édouard. Alors, vous allez bientôt pouvoir trouver un logement. Un silence gêné s'installe. Lorraine et Bruno échangent un regard. Eh bien, pas exactement, répond Bruno en se raclant la gorge. Le salaire est bon, mais il faudra du temps pour nous remettre sur pied. En plus, avec les enfants dans une école privée. Une école privée? Je demande. Mais Jason et Emily vont à l'école publique. Pour l'instant, acquiesce Lorraine. Mais nous pensons les transférer à l'institution Sainte-Marie. Ils ont un excellent programme de préparation au bac. Je sens mon souffle se couper. L'institution Sainte-Marie est l'une des écoles privées les plus chères de Nantes. Et qui va payer pour ça? Je demande sans détour. Lorraine me regarde comme si j'avais dit quelque chose d'indécent. Maman, c'est un investissement dans l'avenir des enfants. Nous pensions que toi et Édouard pourriez aider. Vous avez votre épargne retraite. Je sens Édouard se crisper à côté de moi. Lorraine, sa voix est calme, mais j'y entends de l'acier. Notre épargne retraite, c'est ce qui nous fait vivre. Nous ne pouvons pas. Allons, l'interrompt Bruno. Vous n'allez pas faire le tour du monde. C'est l'avenir de vos petits-enfants. Je pense que nous devons tous nous calmer, dis-je, voyant le visage d'Édouard rougir. Discutons-en plus tard. Le reste du dîner se déroule dans un silence tendu. Plus tard, quand tout le monde est parti, Édouard me trouve dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Martine, dit-il doucement. Ça ne peut plus durer. Il nous utilise. Je sèche mes mains avec un torchon et m'appuie contre le comptoir. Je sais, Édouard, mais que pouvons-nous faire? Mettre nos propres enfants à la porte? Pas les mettre à la porte, mais fixer des règles. C'est notre maison, Martine. Nous l'avons gagnée par notre travail acharné. Je hoche la tête, mais je me sens lourde à l'intérieur. Comment puis-je refuser à mes enfants? Comment puis-je ne pas aider mes petits-enfants? Samedi matin, je me réveille au son de l'aspirateur. Édouard est déjà parti, probablement au garage de Bernard. Je descends et je vois Jenny passer l'aspirateur dans le salon. Bonjour, dis-je, surprise. Jenny fait rarement le ménage. Oh, Martine,
elle éteint l'aspirateur et me sourit trop largement. J'ai décidé de t'aider avec le nettoyage. Tu en fais tellement pour nous tous. Quelque chose dans sa voix me rend méfiante. Merci, Jenny. C'est très gentil de ta part. Oh, allons. Elle balaie le compliment d'un geste de la main. Écoute, Kevin et moi pensions que ça devait être difficile pour toi de cuisiner tout le temps pour une si grande famille, non? Je me débrouille, je réponds prudemment. Bien sûr, mais quand même. Nous pensions que nous pourrions peut-être rénover la cuisine, la rendre plus moderne avec de nouveaux appareils pour que ce soit plus pratique pour toi. Je regarde ma cuisine, confortable, familière, avec tout à sa place. Mais la cuisine fonctionne très bien comme elle est, dis-je. Et puis, les rénovations coûtent cher. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. Jenny se rapproche, baissant la voix. Kevin parlait à Edward de faire un petit emprunt sur la maison. Rien de grave, juste pour moderniser la cuisine, la salle de bain, peut-être ajouter une extension pour nous et le bébé. Je sens mes mains devenir froides. Un prêt sur la maison. Notre maison, qu'Edouard et moi avons payée pendant de nombreuses années, et dont nous avons finalement remboursé le crédit il y a 5 ans. Jenny, dis-je, en essayant de rester calme, je pense que des décisions comme celle-ci doivent être prises ensemble. Et Edouard ne m'a rien dit à propos d'un prêt. Son sourire s'estompe légèrement. Eh bien, ils sont probablement encore en train de régler les détails. Tu sais comment sont les hommes. Ils aiment prendre toutes les décisions eux-mêmes. Quand Edouard rentre ce soir-là, je l'interroge immédiatement sur sa conversation avec Kevin. Quel prêt? Il fronce les sourcils. Je n'ai rien discuté de tel avec Kevin. Je lui raconte ma conversation avec Jenny. Le visage d'Edouard s'assombrit. Ils sont fous? Contracter un prêt à notre âge avec la maison en garantie? Je pense qu'il tâtait juste le terrain, dis-je. Bien qu'à l'intérieur, je bouillonne d'indignation. Non, Martine. Edouard secoue la tête. C'en est trop. D'abord, ils emménagent sans demander. Ensuite, ils exigent de l'argent pour une école privée, et maintenant ils veulent hypothéquer notre maison. Nous devons leur parler, à tous. À ce moment-là, nous entendons du bruit à la porte d'entrée. Lorraine et sa famille sont de retour. Ils sont allés au centre commercial, et à en juger par le nombre de sacs, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Maman, regarde ce que j'ai acheté pour Émilie. Lorraine me montre une robe coûteuse. Elle a son bal de fin d'année le mois prochain. Émilie a l'air embarrassée mais reconnaissante. Je lui souris et remarque que Jason tient une nouvelle console de jeu. Qu'est-ce que c'est? Je demande en montrant la boîte. La dernière PlayStation, annonce fièrement Bruno. Jason l'a méritée pour ses bonnes notes. Je me souviens d'avoir vérifié son bulletin récemment. Il avait 3 B et un seul C. Édouard se racle la gorge. Nous devons parler, dit-il fermement. Tous ensemble. Maintenant. Lorraine lève les yeux au ciel. Édouard, on vient d'arriver. On peut parler plus tard? Non, maintenant, insiste-t-il, et il y a quelque chose dans sa voix qui fait obéir tout le monde. Nous nous réunissons dans le salon. Édouard est debout, les autres sont assis. Lorraine et Bruno sur le canapé, Kevin et Jenny dans des fauteuils, les enfants par terre. Martine et moi sommes très heureux de vous aider en ces temps difficiles, commence Édouard. Mais il semble que vous ayez oublié que c'est une solution temporaire et que c'est notre maison. Lorraine ouvre la bouche pour protester, mais Édouard lève la main. Laissez-moi finir. Nous avons appris que Kevin et Jenny discutent de contracter un prêt sur notre maison à notre insu. Kevin rougit et lance un regard noir à sa femme. C'était juste une suggestion, marmonne-t-il. Une suggestion que vous auriez dû discuter avec nous, pas dans notre dos, réplique Édouard. De plus, nous avons des factures qui augmentent chaque mois, et aucun de vous n'a proposé d'aider à les payer. Allons, renifle Bruno. Vous êtes à la retraite. Vous êtes à la maison toute la journée. Qu'est-ce que ça vous coûte de surveiller vos petits-enfants ou de préparer le dîner? Je sens la colère monter en moi. Tout ce que je retenais depuis des mois est sur le point d'exploser. Ce n'est pas parce que nous sommes à la retraite que nous sommes vos serviteurs gratuits, dis-je, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Nous payons la maison, l'électricité, le gaz, l'eau, les courses. Nous conduisons les enfants à l'école, aidons aux devoirs, cuisinons, nettoyons, et qu'obtenons-nous en retour? Des exigences pour dépenser notre épargne retraite dans une école privée et des rénovations. Il y a un silence.
Les enfants ont l'air confus. Les adultes, pris au dépourvu. Maman, commence Lorraine d'un ton conciliant, nous apprécions tout ce que tu fais. Vraiment. Mais tu comprends que les familles doivent s'entraider. Exactement, dit Édouard. Les familles doivent s'entraider. Tous les membres de la famille. Alors, à partir de demain, nous aurons un nouvel emploi du temps pour savoir qui cuisine, qui nettoie, qui emmène les enfants à l'école, et une nouvelle répartition des dépenses. Les visages de mes enfants se décomposent. Ils ne sont pas habitués à ce ton de la part d'Édouard, habituellement si accommodant. Mais nous ne pouvons pas, Kevin. Vous pouvez, l'interrompt Édouard. Et vous le ferez, ou vous commencerez à chercher un autre endroit où vivre. Sa dureté me met mal à l'aise, mais au fond de moi, je sais qu'il a raison. Ça ne peut plus durer. Nous ne pouvons pas rester invisibles dans notre propre maison. Nous méritons le respect. Après la réunion, tout le monde part dans un silence abattu. Les enfants vont dans leur chambre. Bruno et Lorraine se retirent dans la cuisine, et Kevin et Jenny sortent sur la terrasse, probablement pour discuter de la situation. Édouard et moi restons dans le salon. Tu as été trop dur, dis-je doucement, même si je suis d'accord avec chaque mot qu'il a dit. Édouard soupire et me prend la main. Quelqu'un devait le dire, Martine. Ils ne nous voient pas. Pour eux, nous sommes juste pratiques. Un distributeur de billets et une bonne à tout faire en un. Je hoche la tête en lui serrant la main. Même si ça fait mal de l'admettre, il a raison. Au cours de l'année écoulée, je me suis sentie de plus en plus invisible dans ma propre maison. Une personne dont les désirs et les besoins n'intéressent personne. Les jours suivants sont tendus. Lorraine me parle à peine, communiquant seulement lorsque c'est nécessaire. Kevin a l'air coupable, mais garde aussi ses distances. Bruno et Jenny chuchotent dans les coins. Seuls mes petits-enfants se comportent comme d'habitude. Jason ignore tout le monde, plongé dans sa nouvelle console de jeu, et Emily m'aide parfois dans la cuisine. Mercredi, la facture pour la réparation du toit arrive. Après un violent orage le mois dernier, une partie des tuiles a été arrachée, et nous avons dû appeler un couvreur. La facture est substantielle. 5 800 €. Je montre la facture à Édouard quand nous sommes seuls. Ça va sérieusement entamer nos économies, dit-il en fronçant les sourcils. Je sais, je soupire. Mais le toit fuyait. Que aurions-nous pu faire d'autre? À ce moment, Lorraine entre dans la chambre sans frapper. Maman, tu as vu mon... Elle s'arrête en remarquant la facture dans les mains d'Édouard. Qu'est-ce que c'est? La facture de réparation du toit. Je réponds. Tu te souviens de l'orage du mois dernier? Lorraine prend le papier et siffle en voyant le montant. Waouh, c'est cher. Mais vous avez une assurance, non? Oui, acquiesce Édouard. Mais elle ne couvre qu'une partie. Nous devrons payer 4 000 € de notre poche. Oh! Lorraine rend la facture. Eh bien, au moins, vous avez des économies. Je remarque les épaules d'Édouard se tendre. Vous au lieu de nous, même si nous parlons de la maison où vit sa famille. Oui, nous avons des économies, dis-je, mais elles ne sont pas infinies, Lorraine. Nous pensions que ce serait de l'argent pour notre retraite, pas pour des réparations dans une maison où vivent 3 familles. Lorraine lève les yeux au ciel. Ça recommence. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais c'est temporaire. Dès que Bruno se remettra sur pied. Et quand sera ce, l'interrompt Édouard. Vous vivez ici depuis près d'1 an, et à ce que je vois, vous dépensez votre argent en shopping et en jeux vidéo au lieu d'économiser pour votre propre logement. Le visage de Lorraine rougit de colère. Alors, nous n'avons pas le droit d'avoir de petits plaisirs? Nous devons vivre comme des moines parce que nous vivons temporairement chez vous? Je suis désolée. Nous sommes un fardeau pour vous. Ce n'est pas la question, et tu le sais, dis-je avec lassitude. Il s'agit de respect et de partage. Vous êtes 3 adultes avec des emplois, mais pour une raison quelconque, c'est Édouard et moi qui payons toutes les factures. Très bien. Lorraine croise les bras sur sa poitrine. Combien voulez-vous que nous payions? Il ne s'agit pas d'argent, dit Édouard. Il s'agit de respect. Tu entres dans notre chambre sans frapper. Tes enfants ne disent pas merci pour un repas. Personne ne demande si Martine est fatiguée ou a besoin d'aide. Lorraine a l'air de vouloir dire quelque chose de cinglant, mais elle se retient. D'accord, dit-elle finalement. Je parlerai à Bruno et aux enfants. Nous serons plus prévenants. Elle quitte la pièce, fermant fermement la porte derrière elle.
Je regarde Édouard avec anxiété. Tu crois qu'elle a compris? Édouard hausse les épaules. J'espère, mais je ne compterai pas sur des changements majeurs. Au cours des jours suivants, je remarque quelques changements. Jason marmonne un « merci », réticent après le dîner. Bruno propose de temps en temps de faire la vaisselle. Lorraine me donne même de l'argent pour les courses, la première fois qu'elle le fait depuis qu'ils ont emménagé. Mais il y a quelque chose de mécanique, de forcé dans ses gestes. C'est comme s'ils accomplissaient un devoir désagréable plutôt que d'agir avec le cœur. Vendredi soir, alors qu'Édouard et moi regardons la télé dans le salon, Lorraine et Bruno nous rejoignent. Ils échangent des regards comme s'ils s'étaient préparés pour cette conversation. Maman, Édouard, commence Lorraine d'un ton formel. Bruno et moi avons beaucoup réfléchi à notre situation, et nous pensons avoir trouvé une solution qui conviendra à tout le monde. Je me crispe, attendant le piège. Bruno, Kevin, Jenny et moi en avons discuté. Elle fait une pause. Nous pensons qu'il serait mieux pour vous et Édouard d'emménager dans un appartement en location. Un instant, je crois avoir mal entendu. Quoi? Pardon. Je demande. Eh bien, réfléchissez dit Bruno rapidement. La maison est grande, avec tous ses escaliers et le jardin à entretenir. À votre âge, c'est épuisant. Un appartement serait petit et confortable, sans réparation à prévoir. Et sans être propriétaire, remarque Édouard d'un ton glacial. Ce n'est pas vrai, objecte Lorraine. La maison restera la vôtre. Nous la gérerons simplement, paierons tout, et vous pourrez vivre votre retraite en paix, sans souci. Je sens une vague de colère monter en moi. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dis-je en essayant de rester calme. Vous suggérez qu'Édouard et moi déménagions de la maison que nous avons payée pendant plus de 30 ans pour que vous puissiez y vivre. Pas déménager, maman. Lorraine a l'air offensée. Juste vous installer dans un endroit plus adapté pour vous. La maison restera la nôtre sur le papier, dit Édouard. Et en réalité, nous vivrons dans un appartement loué pendant que vous gérez notre maison. Nous paierons tout, insiste Bruno. Vous pourrez même mettre une partie de votre pension de côté au lieu de la dépenser pour l'entretien de la maison. Je les regarde et je ne reconnais pas mes propres enfants. Qu'en sont-ils devenus si calculateurs, si cruels? Non, dis-je fermement. N'y pensez même pas. C'est notre maison et nous ne déménagerons nulle part. Mais maman, s'exclame Lorraine, sois raisonnable. Nous allons bientôt avoir 3 enfants, et l'appartement de Kevin et Jenny n'est même pas assez grand pour un berceau. Il y a plein de place ici si vous déménagez. Lorraine, la voix d'Édouard semble dangereusement calme. Peut-être que vous devriez penser à trouver un logement que vous pouvez vous permettre ou, je ne sais pas, trouver un emploi et économiser pour votre propre maison. Lorraine se lève d'un bond, le visage déformé par la colère. Je le savais. Vous êtes juste des égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Et vos petits-enfants? Et le futur enfant de Kevin? Nous aimons nos petits-enfants, dis-je. Et nous aimerons l'enfant de Kevin. Mais cela ne veut pas dire que nous devons vous donner notre maison. Très bien. Lorraine attrape son sac à main. Parfait. Souvenez-vous de cette conversation quand vous serez dans une maison de retraite et qu'aucun de nous ne viendra vous rendre visite. Elle sort de la pièce en trombe, suivie par Bruno. Je reste assise, abasourdie par ses paroles. Les larmes me montent aux yeux, mais je les retiens. Édouard passe son bras autour de mes épaules. Elle ne le pensait pas, Martine. Elle est juste en colère. Non, Édouard. Je secoue la tête. Elle pensait exactement ce qu'elle a dit. Pour elle, nous ne sommes qu'une ressource, un moyen pour arriver à ses fins, pas des personnes avec des désirs et des droits. Nous restons assis en silence pendant un long moment, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Le matin après la dispute était froid et gris, la pluie tambourinait sur le toit que nous avions récemment fait réparer à nos frais. Une pensée qui me causait maintenant non seulement une anxiété financière, mais aussi une irritation sourde. J'étais allongée, fixant le plafond, écoutant Édouard respirer régulièrement à côté de moi. Je n'arrivais pas à dormir. Des fragments de la conversation de la veille, les mots blessants et les exigences des enfants tournaient en boucle dans ma tête. « Tu ne dors pas », dit-il. Ce n'était pas une question. Édouard pouvait toujours sentir mon humeur. « Je réfléchis », répondis-je en me tournant vers lui. Il se redressa sur son coude, son visage paraissant plus âgé dans la pénombre du matin, ses rides plus profondes. « À propos d'hier. »
Je hochai la tête, sentant une boule se former dans ma gorge. Comment en sommes-nous arrivés là, Édouard? Comment mes propres enfants en sont-ils venus à me voir comme un fardeau, superflu dans ma propre maison? Édouard soupira et écarta doucement une mèche de cheveux de mon visage. Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être qu'on leur a trop laissé faire. On n'a pas posé de limite. On a toujours été trop accessible. Il y avait une vérité amère dans ses paroles. Toute ma vie, j'avais essayé d'être la mère parfaite, solidaire, serviable, présente quand ils avaient besoin de moi. Même après mon divorce avec leur père, je n'ai jamais dit de mal de lui, même si j'avais de nombreuses raisons de le faire. J'ai toujours essayé de m'assurer que les enfants avaient tout ce dont ils avaient besoin, souvent à mes propres dépens. Et maintenant, nous devons faire quelque chose, dis-je, d'un ton plus déterminé que je ne le sentais. Édouard me regarda attentivement. Es-tu vraiment prête à aller jusqu'au bout? Nous devrons peut-être les expulser, Martine. Tes enfants, tes petits-enfants. Je fermai les yeux. La seule pensée me faisait mal à la poitrine. Mais l'alternative, continuer à vivre comme nous le faisions, ou pire, déménager dans un appartement loué et donner la maison aux enfants, semblait encore plus insupportable. Je ne sais pas si je suis prête, répondis-je honnêtement. Mais je sais que ça ne peut plus durer. Nous avons besoin de conseils professionnels. Édouard acquiesça, et je vis dans ses yeux une détermination qui me donna de la force. J'ai une idée, dit-il. Tu te souviens d'Henri Favier? Bien sûr que je m'en souvenais. Henri était un client de longue date d'Édouard, un avocat spécialisé en droit de la famille dont Édouard avait maintenu la vieille Peugeot 504 de 1967 en parfait état pendant près de 10 ans. Lui et Édouard discutaient souvent au garage. Et bien que je n'ai rencontré Henri que quelques fois, il m'avait semblé être un homme intelligent et décent. Tu penses qu'il peut nous aider? Demandai-je avec espoir. Je suis sûr qu'il le fera. Et surtout, il sera de notre côté. Henri est spécialisé dans des cas comme celui-ci, les litiges familiaux, les conflits de propriété. Et c'est un homme bon. Nous avons décidé d'appeler Henri juste après le petit déjeuner. Quand je suis descendue à la cuisine, j'ai constaté que la maison dormait encore. Il n'était que 7 heures un samedi matin, et aucun de nos colocataires ne prévoyait de se lever si tôt. J'ai machinalement mis la bouilloire en marche et sorti les œufs du frigo, mais je me suis arrêtée. Tu sais quoi? Dis-je à Édouard, qui entrait dans la cuisine en nouant sa robe de chambre. Je ne vais pas cuisiner pour tout le monde aujourd'hui. Qu'il se débrouille. C'était un petit acte de défi, mais il me procura une étrange sensation de liberté. Édouard sourit et m'embrassa sur la joue. Tu as raison. On peut même partir avant qu'il ne se réveille. Allons prendre le petit déjeuner dans un café et appelons Henri. Une demi-heure plus tard, nous étions assis dans un petit café à quelques rues de la maison. L'endroit était confortable, avec des canapés en cuir usé et l'odeur de viennoiserie fraîche. J'ai commandé une omelette et un café, me sentant pour la première fois depuis longtemps une cliente plutôt qu'une cuisinière et une serveuse tout en un. Édouard a sorti son téléphone et a composé le numéro d'Henri. À notre grande surprise, il a répondu presque immédiatement malgré l'heure matinale du samedi. Après un bref échange de politesse, Édouard est entré dans le vif du sujet, exposant brièvement la situation. Je pouvais voir son visage devenir plus sérieux à mesure que la conversation avançait. Oui, je comprends. Non, nous n'avons signé aucun document. Oui, le crédit de la maison est remboursé. Pas de charge en cours. Aujourd'hui. Êtes-vous sûr de pouvoir? Ce serait formidable. À 10 heures. Parfait. Nous vous attendrons. Il raccrocha et me regarda avec soulagement. Henri vient à son cabinet à 10 heures. Il dit que la situation est sérieuse et qu'il vaut mieux en discuter sans délai. Je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. D'un côté, nous passions enfin à l'action, mais de l'autre, cela signifiait que le conflit prenait une tournure juridique. Qu'est-ce qu'il a dit? Demandai-je en remuant mon café. Sur nos chances. Édouard haussa les épaules. Rien de précis pour l'instant, mais il a dit que nous devons rassembler tous les documents de la maison. Le titre de propriété, l'assurance, les factures de service public des derniers mois, tout ça. Tu penses que ça ira jusqu'au tribunal? Ça me faisait mal de le dire à voix haute. J'espère que non. Édouard me prit la main. Mais nous devons être prêts à tout, et Henri nous aidera à y voir plus clair. Après le petit déjeuner, nous sommes rentrés à la maison pour rassembler les documents nécessaires. Quand nous sommes entrés, la cuisine était déjà en pleine effervescence.
Lorraine préparait des crêpes. Jason et Emily étaient assis à table, plongés dans leur téléphone, et Bruno lisait les nouvelles sur sa tablette. Seuls Kevin et Jenny manquaient à l'appel. Ils devaient encore dormir. « Oh, vous voilà », sourit Lorraine avec raideur. « On pensait que vous étiez encore en haut. »« Nous avons pris le petit déjeuner au café », répondis-je d'une voix égale, remarquant les sourcils levés de surprise de Bruno. Édouard et moi ne sortions généralement jamais les matins de week-end, surtout sans prévenir. « Mamie, j'ai nourri Max », dit Emily, levant les yeux de son téléphone. Max, notre vieux labrador, était la seule créature dans la maison, à part Édouard et moi, qui semblait vraiment apprécier mes soins. « Merci, ma chérie. » Je lui souris. Émilie avait toujours été la plus sensible de mes petits-enfants, et la pensée de devoir peut-être limiter mes contacts avec elle rendait les choses encore plus difficiles. « Maman, à propos d'hier. » Commença Lorraine. Mais je levai la main pour l'arrêter. « Pas maintenant, Lorraine. Édouard et moi avons des choses à faire. Nous parlerons plus tard. » Sans attendre de réponse, nous sommes montés dans notre chambre. Édouard a verrouillé la porte, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et a commencé à chercher des documents dans le tiroir du buffet où nous gardions les papiers importants. « Ils agissent comme si de rien n'était », dis-je en l'aidant à trier les dossiers. Comme s'ils ne nous avaient pas demandé de déménager de notre propre maison hier. « Tactique typique », dit Édouard en sortant un dossier avec les documents de la maison. Faire semblant que tout va bien jusqu'à ce que tu cèdes et acceptes pour éviter le conflit. Il avait raison. J'avais toujours évité la confrontation, surtout avec les enfants. J'avais toujours cédé, fait des compromis, cherché une solution pacifique. C'est peut-être pour ça que nous nous étions retrouvés dans cette situation. À 9h30, nous avions un dossier avec tous les documents nécessaires prêts, et nous avons quitté la maison en disant que nous avions des courses à faire. Personne n'a posé de questions. Un autre signe du peu d'intérêt qu'ils portaient à nos vies, sauf si cela les affectait directement. Le cabinet d'Henri était situé dans un petit immeuble en briques dans le quartier des affaires. À l'intérieur, c'était confortable et professionnel. Des étagères de livres remplis de codes juridiques, des diplômes au mur, des fauteuils en cuir moelleux pour les visiteurs. Henri lui-même, un homme de grande taille aux cheveux noirs grisonnants et aux yeux perçants, nous a accueillis à la porte. « Édouard, Martine », dit-il en nous serrant la main. « Entrez. Asseyez-vous. Un café ?» Nous avons refusé. Nous avions eu plus qu'assez de café au bistrot. Henri s'assit à son bureau, plaça un bloc-notes jaune devant lui et fit un signe de tête à Édouard. « Alors, racontez-moi plus en détail ce qui se passe. » Pendant l'heure qui a suivi, nous avons décrit à tour de rôle la situation, comment les enfants avaient progressivement envahi notre maison, comment nous payions toutes les factures, comment nous étions ignorés et considérés comme acquis, et enfin, le coup de grâce, la suggestion que nous déménagions dans un appartement loué pour faire de la place. Henri notait quelque chose dans son carnet, posant de temps en temps des questions de clarification, son visage restant professionnellement neutre, mais je pouvais voir la sympathie dans ses yeux. « Malheureusement, votre cas n'est pas unique, » dit-il lorsque nous avons terminé. « Je rencontre des situations comme celle-ci plus souvent que je ne le voudrais. Des enfants adultes qui ne voient leurs parents que comme une ressource et ne tiennent pas compte de leurs droits et de leurs souhaits. Que devons-nous faire ? Demandai-je, sentant ma voix trembler. Nous ne voulons pas les jeter à la rue. Mais vous ne devez pas les laisser vous chasser de votre propre maison, termina Henri. Et légalement, ils n'ont aucun droit de le faire. La maison vous appartient. Vous êtes les seuls propriétaires. Toutes les factures sont payées. Vos enfants sont en fait des occupants sans droit ni titre, même s'ils ne paient pas de loyer. Pouvons-nous leur demander de déménager ? Demanda Édouard. Absolument, acquiesça Henri. Mais d'abord, vous devez leur donner un préavis officiel. En France, il faut donner un congé par lettre recommandée. Étant donné la situation, un préavis d'1 mois serait raisonnable, même si la loi peut être plus complexe. Je peux vous rédiger une lettre de mise en demeure. Mon souffle se coupa. C'était une chose de discuter de la possibilité d'expulser mes enfants, mais c'en était une autre de prendre des mesures concrètes dans ce sens. Je ne suis pas sûre d'être prête pour ça, admis-je. Peut-être y a-t-il d'autres options. Henri tapota pensivement son stylo sur son bloc-notes. Il y en a une. Vous pouvez rédiger un contrat de commodat ou une convention d'occupation précaire qui stipule clairement les conditions de leur séjour. Paiement d'un certain montant, participation aux tâches ménagères, respect de votre espace, etc.
S'ils acceptent ces conditions et les respectent, l'expulsion peut être évitée. Et s'ils ne sont pas d'accord? Demanda Édouard. Alors nous passerons à la mise en demeure officielle, dit Henri calmement mais fermement. Il est important que vous compreniez que vous ne faites rien d'illégal ou d'immoral. Vous protégez vos droits et votre dignité. Ces paroles me firent l'effet d'une douche froide, dégrisante et vivifiante. Toute ma vie, j'avais mis les besoins de mes enfants avant les miens, croyant que c'était la bonne chose à faire. Que c'était ça, l'amour maternel. Mais où était la frontière entre l'amour et se laisser utiliser, entraider et entretenir la dépendance? Je recommanderais de commencer par un accord écrit, poursuivit Henri. Cela leur fera savoir que vous êtes sérieux, tout en offrant un compromis raisonnable. Je peux en avoir un projet prêt pour lundi. Nous avons remercié Henri et convenu de nous revoir dans 2 jours. Sur le chemin du retour, Édouard était inhabituellement silencieux. Je sentis sa tension et posai ma main sur son genou. « Tu n'es pas d'accord avec le plan d'Henri ?» demandai-je prudemment. Édouard soupira, les yeux fixés sur la route. « Ce n'est pas ça. C'est juste, c'est si formel. Un contrat avec nos propres enfants, une mise en demeure. C'est comme si nous étions des étrangers. » « Ne nous traite-t-il pas comme des étrangers ?» demandai-je avec une amertume soudaine. « Ou pire, comme des serviteurs que l'on peut renvoyer quand ils deviennent gênants. » Édouard s'arrêta à un feu rouge et se tourna vers moi. « Tu as raison, et je sais que c'est nécessaire. C'est juste, je n'aurais jamais pensé que notre relation avec tes enfants se résumerait à des documents juridiques. » Je vis la douleur dans ses yeux. En 15 ans de mariage, il en était venu à aimer sincèrement Lorraine et Kevin comme ses propres enfants, même s'il ne l'avait jamais pleinement accepté. « Moi non plus, murmurai-je. Mais peut-être que c'est ce dont ils ont besoin. Des limites claires, des règles formelles. Peut-être que c'est la seule façon pour eux de comprendre qu'ils ne peuvent pas simplement prendre et exiger. » Édouard acquiesça et le feu passa au vert. Nous avons fait le reste du trajet en silence, chacun perdu dans ses propres pensées. Une surprise nous attendait à la maison. Une cuisine impeccable et l'odeur d'une tarte fraîchement cuite. Lorraine se tenait près de la cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole, et sourit en nous voyant. « Vous voilà. J'ai préparé le dîner et une tarte aux pommes pour le dessert. Ta préférée, maman. » Je me figeai sur le seuil, ne sachant comment réagir. Au cours de l'année écoulée, Lorraine n'avait quasiment pas préparé un seul repas pour toute la famille, et encore moins ma tarte préférée. C'était une tentative évidente de nous apaiser, de lisser le conflit de la veille. « Merci, dis-je prudemment. Ça a l'air délicieux. » Je pensais que nous devions parler, poursuivit Lorraine, toujours souriante, à propos d'hier. Bruno et moi en avons discuté, et nous avons réalisé que nous avions réagi de manière excessive. Bien sûr, nous ne voulons pas que vous déménagiez si vous ne le voulez pas. Vraiment. La voix d'Édouard semblait sceptique. Vous étiez plutôt insistant hier. Lorraine parut embarrassée, mais retrouva rapidement son sang-froid. Nous avons eu tort et nous nous excusons. C'est juste que, tu sais, avec le bébé de Kevin et Jenny, notre maison va être encore plus bondée. Et nous pensions, mais tu as raison. C'est votre maison, et nous n'avons pas le droit de vous demander de partir. Ces paroles semblaient sincères, mais quelque chose dans son ton, dans son sourire trop large, me fit douter d'elle. Je regardai Édouard, et je pouvais voir dans ses yeux qu'il pensait la même chose. Nous apprécions tes excuses, dis-je prudemment. Mais nous devons quand même discuter des conditions de votre maintien ici, si vous restez. Bien sûr, maman, acquiesça Lorraine avec enthousiasme. Tout ce que tu diras. Nous pouvons aider davantage à la maison, payer les courses. C'est un bon début, dit Édouard. Mais nous devons discuter de tout en détail avec tout le monde après le dîner. Lorraine se tendit visiblement mais hocha la tête, retournant à sa cuisinière. Bien sûr. Bruno et les enfants seront bientôt à la maison. Ils sont allés chercher de la glace pour la tarte. Nous sommes montés dans notre chambre pour nous changer et discuter de cette tournure inattendue des événements. Elle prépare quelque chose, dit Édouard dès que nous avons fermé la porte. C'est un changement trop soudain. Je suis d'accord, dis-je en m'asseyant sur le lit, épuisé par les montagnes russes émotionnelles des derniers jours. Mais peut-être qu'ils ont vraiment réalisé qu'ils étaient allés trop loin. Édouard secoua la tête. Je ne pense pas. Plus probablement, ils ont décidé de changer de tactique. Au lieu d'une pression ouverte, ils vont essayer la manipulation.
Ils feront semblant d'être d'accord avec nous, puis reviendront progressivement à leur plan initial. Ces paroles semblaient cyniques, mais malheureusement, tout à fait plausibles. Lorraine avait toujours été une grande manipulatrice, depuis son adolescence. Que allons-nous faire? Demandai-je. Sans tenir au plan. Édouard s'assit à côté de moi et me prit les mains. Nous ne les laisserons pas nous endormir dans un faux sentiment de sécurité avec une tarte aux pommes. Henri préparera l'accord écrit, et nous le leur présenterons. Leur réaction montrera à quel point leurs excuses sont sincères. Je hochai la tête, sentant ma résolution se renforcer. Quelque chose avait changé en moi au cours des derniers jours. C'était comme si je m'étais réveillé d'un long sommeil où j'avais laissé les autres prendre des décisions pour moi, profiter de moi, ignorer mes souhaits. Tu as raison, dit Édouard de manière inattendue, comme s'il lisait dans mes pensées. Nous devons agir de manière décisive. J'avais des doutes, je pensais que nous étions peut-être trop durs, mais maintenant je vois que c'est la seule façon. Son aveu me surprit. D'habitude, c'était Édouard le décidé et moi la prudente, la conciliante. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Demandai-je. Leur hypocrisie, répondit-il simplement. La facilité avec laquelle ils sont passés de vous devez déménager à nous avons discuté et réalisé que nous avions tort. Pas de véritables excuses, pas de reconnaissance de la façon dont ils nous ont blessés, juste une retraite tactique. Je savais qu'il avait raison, et cette pensée me faisait mal. Mes propres enfants, que j'avais élevés avec amour, étaient capables d'une telle manipulation. Tu sais, dit Édouard après une pause, quand ma première femme est partie et a emmené Tommy, j'ai cru que c'était la fin du monde. Mon fils, que je ne verrais plus tous les jours, à qui je ne pourrais pas apprendre tout ce que je savais. C'était insupportable. Je lui serrai la main. Édouard parlait rarement de son fils de son premier mariage, qui vivait maintenant en Californie et avait peu de contact avec son père. Mais tu sais ce que j'ai réalisé plus tard, continua-t-il. Que l'amour ne peut pas être à sens unique. Tu ne peux pas aimer pour deux, et parfois tu dois laisser partir pour te sauver toi-même. Ces paroles me frappèrent en plein cœur. N'était-ce pas mon problème depuis toutes ces années? J'avais tellement peur de perdre l'amour de mes enfants que je les laissais tout faire, même si cela me blessait, moi et Édouard. Tu penses que nous devrons les laisser partir? Demandai-je, sentant les larmes monter à mes yeux. Je ne sais pas, répondit honnêtement Édouard. J'espère que non. J'espère que lorsqu'ils réaliseront que nous sommes sérieux, que nous avons des limites qui ne peuvent être franchies, peut-être qu'alors ils commenceront à nous voir vraiment. Je hochai la tête en essuyant mes larmes. C'était peut-être la solution. Non pas de mettre les enfants à la porte ou de leur céder, mais de fixer enfin des limites saines. De montrer que nous n'étions pas seulement des parents, des grands-parents, une source de logement et de services gratuits, mais des personnes avec nos propres droits et besoins. Tu as raison, répéta Édouard en me serrant dans ses bras. Et je te soutiendrai, quoi qu'il arrive ensuite. Je me blottis contre lui, sentant la peur et l'incertitude céder la place à la détermination. Quoique Lorraine et les autres aient en tête, nous serions prêts. Nous ne nous laisserions plus utiliser. Il était temps de nous réveiller et de nous défendre. Le dîner se déroula dans une étrange atmosphère de politesse forcée. Lorraine était exceptionnellement serviable, nous apportant constamment de la nourriture et demandant si nous avions besoin de quelque chose d'autre. Bruno entretenait la conversation, parlant de ses succès à son nouveau travail. Kevin et Jenny étaient assis tranquillement, n'intervenant qu'occasionnellement. Les enfants se sont comportés étonnamment bien. Jason n'a même pas sorti son téléphone pendant le repas, Emily a aidé à débarrasser la table. Après le dessert, qui, je dois l'admettre, était délicieux, Lorraine cuisinait toujours bien quand elle le voulait. Édouard se racla la gorge. Nous devons parler, dit-il, et je remarquai que tout le monde se tendait, de notre vie commune. Bien sûr, Édouard, sourit Bruno avec raideur. Nous sommes tout oui. Bien, acquiesça Édouard. Parce que Martine et moi avons certaines conditions, et nous voulons qu'elles soient officiellement consignées. Officiellement? Fronça les sourcils Lorraine. Qu'est-ce que tu veux dire? Un accord écrit, dis-je, décidant de prendre l'initiative, avec des conditions de résidence clairement énoncées, y compris les contributions financières, la répartition des tâches ménagères et les règles de partage des espaces communs. La cuisine devint silencieuse. Lorraine et Bruno échangèrent des regards. Un contrat? Demanda Kevin. Avec votre propre famille? Oui. Je le regardai droit dans les yeux.
Parce que l'expérience a montré que les accords verbaux ne fonctionnent pas dans notre famille. Les gens oublient ce qu'ils ont promis ou interprètent les mots à leur manière. Maman, c'est ridicule. Lorraine essaya de rire, mais ça sonnait faux. Nous ne sommes pas des étrangers qui ont besoin de signer des contrats. Alors pourquoi nous traitez-vous comme des étrangers? Demanda calmement Édouard. Ou pire, comme des gens dont les sentiments et les droits peuvent être ignorés. Bruno commença à argumenter, mais Édouard leva la main. Soyons honnêtes. Hier, vous nous avez suggéré de déménager de notre propre maison. Aujourd'hui, vous agissez comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain? Avez-vous soudainement réalisé que vous aviez tort? Ou avez-vous simplement réalisé que votre tactique ne fonctionnait pas et avez décidé de la changer? Ce n'est pas juste, protesta Lorraine, mais sa voix semblait incertaine. Juste ou non, c'est la vérité, dis-je fermement. Et c'est pourquoi nous voulons tout mettre par écrit, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Et qui aura-t-il dans ce contrat? Demanda Bruno, son irritation à peine dissimulée. Contribution financière aux factures et aux courses, commença Édouard en comptant sur ses doigts. Un planning des tâches ménagères, des règles d'utilisation des espaces communs, le respect de l'espace personnel, et surtout, la reconnaissance de notre droit de prendre les décisions finales concernant la maison. On dirait une dictature, marmonna Bruno. Non, objectai-je, sentant ma confiance en ma position grandir. On dirait le respect pour les propriétaires de la maison dans laquelle vous vivez pratiquement gratuitement. Lorraine pâlit, ses tentatives de maintenir un ton amical disparaissant. Et si nous refusons de signer ce contrat? Alors vous devrez trouver un autre endroit où vivre, répondit simplement Édouard. Vous aurez 30 jours pour déménager. Vous ne pouvez pas nous mettre dehors comme ça, s'exclama Jenny, posant instinctivement la main sur son ventre. Nous le pouvons, dis-je doucement mais fermement. Et nous le ferons s'il le faut. C'est notre maison, Jenny. Nous l'avons achetée, payé le crédit pendant 30 ans, et nous l'entretenons. Et nous avons tout à fait le droit de décider qui y vit. Kevin, qui était resté silencieux jusqu'alors, prit soudain la parole. Vous avez consulté un avocat, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous êtes parti ce matin. Je hochai la tête, ne voyant aucun intérêt à nier l'évidence. Oui, nous avons parlé à un avocat, et il a confirmé que nous avons tous les droits légaux de vous expulser. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Nous voulons trouver une solution avec laquelle tout le monde pourra vivre. C'est du chantage, siffla Lorraine. Non, ma chérie. Je la regardai droit dans les yeux. Ce sont des limites. Quelque chose que j'aurais dû t'apprendre quand tu étais enfant. Un silence tendu s'abattit sur la cuisine. Les enfants s'éclipsèrent de la pièce, sentant le conflit des adultes. Finalement, Bruno demanda avec un calme fin. Et quand verrons-nous cet accord? Lundi, répondit Édouard. Notre avocat le rédigera et nous en discuterons ensemble. Votre avocat, répéta Lorraine, la voix teintée d'amertume. Contre vos propres enfants. Non, Lorraine, soupirai-je, pas contre vous. Pour protéger nos droits, que vous ne respectez malheureusement pas vous-même sans contrainte légale. Le reste de la journée se passa dans une atmosphère lugubre. Nos locataires se dispersèrent dans la maison. Lorraine et Bruno s'enfermèrent dans leur chambre, discutant apparemment de la situation. Kevin et Jenny partirent sans un mot. Les enfants restèrent assis dans le salon, silencieux et confus. Le soir, alors qu'Édouard et moi nous préparions à nous coucher, on frappa doucement à notre porte. J'ouvris et vis Kevin, seul, sans Jenny. « Je peux entrer ?» demanda-t-il avec incertitude. Je hochai la tête et m'écartai pour le laisser entrer. Édouard, qui était assis sur le lit avec un livre, le posa et se redressa. Je voulais parler. Kevin se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre, ne sachant s'il devait s'asseoir ou rester debout. « Assieds-toi » dis-je en montrant un petit fauteuil près de la fenêtre. Kevin s'assit, la tête baissée. Dans la faible lumière de la lampe de chevet, il paraissait plus jeune que ses 39 ans. Presque comme le garçon peu sûr de lui qu'il avait été à l'adolescence. « Je voulais m'excuser, dit-il finalement, pour hier et pour tout le reste. Nous n'aurions pas dû vous demander de déménager. C'était mal. » Je regardais mon fils, essayant de savoir s'il était sincère. Kevin avait toujours été plus doux que Lorraine, plus enclin au doute et à la réflexion. « Merci de t'excuser, dis-je prudemment. Mais il ne s'agit pas seulement de la suggestion d'hier.
Il s'agit de votre attitude générale envers nous, comme si nous étions des personnes dont les désirs et les droits n'ont pas d'importance. Kevin hocha la tête sans lever les yeux. Je sais, et j'ai honte. C'est juste, avec la grossesse de Jenny, les problèmes financiers, j'ai un peu perdu la tête. Tout à quoi je pouvais penser, c'était comment subvenir à leurs besoins, sans penser à ce que vous ressentiez. Ces paroles semblaient sincères, et je sentis mon cœur s'adoucir. Kevin avait toujours été plus comme moi. Trop soucieux de ce que les autres pensaient, trop facilement influencé par les autres. « Qu'est-ce que Jenny pense de l'accord ?» demanda Édouard, observant la réaction de Kevin. Mon fils soupira. Elle n'est pas ravie. Elle pense que c'est humiliant. Mais je lui ai dit que nous le méritions, qu'on ne peut pas juste prendre quelque chose et ne rien donner en retour. Je jetai un coup d'œil à Édouard, surprise par la maturité inattendue de Kevin. « Et Lorraine, demandai-je, qu'en pense-t-elle ?» Lorraine est furieuse. Kevin sourit faiblement. Elle pense que vous l'avez trahi. Que les parents ne devraient pas faire signer de contrat à leurs enfants. Bruno est d'accord avec elle. C'était prévisible, mais toujours douloureux à entendre. Nous ne voulions pas en arriver là, dit Édouard. Mais vous ne nous avez pas laissé le choix. Kevin hocha la tête. Je comprends. Vraiment. Et je signerai l'accord, quelles que soient les conditions. Jenny et moi essaierons de trouver notre propre logement dès que possible, mais d'ici là, nous respecterons vos règles. Je sentis les larmes monter à mes yeux. Pour la première fois depuis longtemps, un de mes enfants m'avait vraiment entendu, avait reconnu que nous avions raison. Merci, Kevin, dis-je en m'approchant et en serrant mon fils dans mes bras. Cela signifie beaucoup pour nous. Il me serra en retour, et pendant un instant, j'eus l'impression de tenir le petit garçon que je berçais autrefois dans mes bras. Je parlerai à Lorraine, dit-il en s'écartant. J'essaierai de la convaincre que c'est juste, que vous ne faites rien de mal, juste vous défendre. Bonne chance, grommela Édouard. Ta sœur peut être têtue. Kevin sourit tristement. Je sais, mais je dois essayer. Après tout, nous sommes une famille, et nous devons veiller les uns sur les autres, pas seulement vous qui veillez sur nous. Après le départ de Kevin, Édouard et moi sommes restés éveillés longtemps, discutant de cette tournure inattendue des événements. Tu penses qu'il est sincère ? Demanda Édouard. Oui, répondis-je avec confiance. Kevin a toujours été plus sensible. Il est juste faible. Il est facilement influencé par des personnalités fortes comme Lorraine ou Jenny. Peut-être que cette situation l'aidera à trouver sa propre voie, dit Édouard pensivement, à devenir un véritable adulte, pas un éternel enfant qui attend que sa mère résolve tout. Je hochai la tête, ressentant un étrange mélange d'espoir et de tristesse. Peut-être que cette crise était vraiment nécessaire. Peut-être que c'était la seule façon pour mes enfants de vraiment grandir, et pour moi d'enfin cesser de les voir comme des petits-enfants sans défense qui avaient besoin de soins constants. Tu sais, dis-je en me tournant vers Édouard, j'ai toujours pensé qu'être une bonne mère signifiait toujours être là, toujours aider, me sacrifier. Mais peut-être que c'est faux. Peut-être que parfois, le plus beau cadeau que nous puissions faire à nos enfants, c'est de les laisser faire face aux conséquences de leurs actes. Édouard me serra dans ses bras et je sentis son souffle chaud sur ma joue. Tu as toujours été une mère merveilleuse, Martine, et tu fais aussi la bonne chose maintenant. Même si ça fait mal. Je fermai les yeux, sentant les larmes couler sur mes joues. Oui, ça faisait mal. Ça faisait mal de voir la déception et la colère dans les yeux de ma fille. Ça faisait mal de réaliser que notre relation ne serait peut-être plus jamais la même. Mais il serait encore plus douloureux de continuer à vivre en me laissant utiliser, en perdant mon respect de moi-même jour après jour. Lundi, nous avons rencontré Henri, qui avait préparé un projet d'accord, 5 pages de conditions claires et spécifiques. Édouard a insisté pour que les exigences soient justes mais fermes. Un paiement mensuel de 500 € par famille, bien moins que le loyer du marché, mais assez pour couvrir une partie des frais. Un planning de partage des responsabilités ménagères. Pas d'utilisation de nos biens personnels sans autorisation. Respect de notre droit à l'espace et au temps personnel. Pas de demande de garde d'enfants sans accord préalable. Reconnaissance de notre droit de prendre les décisions finales sur toutes les questions concernant la maison. Henri a également inclus une clause stipulant que la violation des termes de l'accord pourrait entraîner sa résiliation et la nécessité de quitter les lieux dans un délai de 30 jours. Ce sont des conditions équitables, dit-il en nous tendant des copies, généreuses même, compte tenu des circonstances. Nous l'avons remercié et avons convenu de nous revoir dans quelques jours,
lorsque les documents seraient signés, ou non. Ce soir-là, nous avons rassemblé tous les adultes dans le salon et leur avons présenté l'accord. La réaction fut prévisible. Kevin et Jenny acceptèrent silencieusement les documents pour les étudier, tandis que Lorraine jeta ostensiblement sa copie sur la table sans la regarder. « C'est offensant », déclara-t-elle. « Nous ne signerons aucun accord avec nos propres parents. »« Alors vous devrez déménager », répondit calmement Édouard. « Vous aurez 30 jours. »« Vous n'oseriez pas », serra les poings Bruno. « Vous ne mettriez pas votre propre fille et vos petits-enfants à la rue. »« Pas à la rue, objectai-je. Vous avez des emplois. Vous avez des économies. Vous pouvez trouver un appartement. »« Maman, » dit Lorraine d'un ton suppliant. « Pense à tes petits-enfants. Pense à combien ce sera difficile pour eux de changer d'école, d'amis. »« As-tu pensé à nous ?» rétorquai-je. « Quand vous nous avez suggéré de déménager de notre propre maison. As-tu pensé à quel point ce serait difficile pour nous de changer toute notre vie à notre âge ?» Lorraine se tut, incapable de trouver une réponse. « Vous avez 3 jours pour y réfléchir, » dit Édouard. « Soit vous signez le contrat et respectez les conditions, soit vous vous préparez à déménager. » Sur ce, nous avons quitté la pièce, les laissant discuter de la situation. Je me sentais à la fois vide et rempli d'une étrange force nouvelle. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment aux commandes de ma vie, au lieu de dériver, obéissant aux désirs et aux exigences des autres. Les 3 jours suivants se passèrent dans une attente tendue. Lorraine nous parlait à peine, passant près de nous avec un visage de pierre. Bruno faisait de même. Kevin essayait d'être un pont entre nous, mais c'était difficile pour lui aussi. Il était déchiré entre la loyauté envers sa sœur et la compréhension de notre position. Le soir du 3e jour, Kevin et Jenny frappèrent à notre porte, tenant des copies signées de l'accord. « Nous acceptons toutes les conditions, » dit Kevin. « Et merci de nous donner cette chance. » Je serrai mon fils dans mes bras, sentant un poids s'alléger un peu. Au moins une partie de la famille avait choisi la voie de la réconciliation. « Et Lorraine ?» demanda Édouard. « Bruno. » Kevin secoua la tête. « Il refuse toujours. Il pense que vous bluffez, que vous n'irez pas jusqu'au bout. » Je soupirai, ressentant une nouvelle vague de douleur. Allions-nous vraiment en arriver à une mise en demeure officielle ? Ma relation avec ma fille allait-elle être détruite pour de bon ? Ils doivent comprendre que nous sommes sérieux, dit Édouard. Que ce n'est pas juste une menace. Je hochai la tête, rassemblant toute ma résolution. Henri avait raison. Parfois, la chose la plus difficile dans la vie est de poser des limites avec ses propres enfants, mais c'est aussi la chose la plus nécessaire si nous voulons conserver notre dignité et notre respect de nous-mêmes. Le lendemain, Édouard et moi avons rencontré Henri pour préparer la mise en demeure officielle pour Lorraine et sa famille. En signant le document, je sentis ma main trembler, mais je ne reculai pas. C'était une étape nécessaire, aussi douloureuse soit-elle. « Vous faites ce qu'il faut », dit Henri en prenant le papier signé. « Et rappelez-vous, cela ne signifie pas que vous ne les aimez pas. Cela signifie que vous vous aimez assez pour ne pas les laisser vous traiter avec irrespect. » Ces paroles sonnaient justes, mais la douleur dans mon cœur ne voulait pas disparaître. Je pensais à mes petits-enfants, à Émilie, qui aimait en passer du temps avec moi. Comment prendrait-elle cela? Me blâmerait-elle? La verrais-je aussi souvent qu'avant? Édouard, comme s'il lisait dans mes pensées, passa son bras autour de mes épaules. Nous trouverons un moyen de rester en contact avec les petits-enfants, promit-il. Même si Lorraine essaie de les monter contre nous. Je hochai la tête, reconnaissante de son soutien. Sans Édouard, je n'aurais jamais trouvé la force de traverser tout cela, de défendre mes droits, de me réveiller d'un long sommeil où j'avais laissé les autres définir ma valeur et mes limites. « Je t'aime », murmurai-je en me blottissant contre son épaule. « Et je t'aime », répondit-il. « Et nous traverserons cela ensemble. » Sur le chemin du retour, je pensais à la façon dont ma vie avait changé en quelques jours seulement. Comment j'étais passé de l'acceptation silencieuse à la défense active de mes droits. D'invisible dans ma propre maison à quelqu'un dont les paroles ont du poids et dont les limites sont respectées. Le matin était inhabituellement calme. Un mois après avoir reçu la mise en demeure, ma maison semblait vide et spacieuse à la fois. Une sensation étrange à laquelle je n'étais toujours pas habitué. Kevin et Jenny furent les premiers à déménager, sans même attendre la fin du délai de 30 jours. Après avoir signé l'accord, ils avaient décidé de trouver leur propre logement. Un enfant a besoin de stabilité, avait dit Kevin à l'époque.
Et j'étais heureuse de voir cette nouvelle responsabilité dans les yeux de mon fils. Ils trouvèrent un petit appartement non loin de chez nous. Et bien qu'il soit modeste, c'était leur propre foyer. Lorraine s'est battue jusqu'au bout. Il y a eu des larmes, des accusations, même une tentative d'engager un avocat. Mais Henri avait raison. La loi était entièrement de notre côté. Finalement, exactement 30 jours après la notification, Lorraine, Bruno et les enfants firent leur carton et emménagèrent chez les parents de Bruno. Une solution temporaire, disait-il. Je suis restée sur le porche, les regardant charger les dernières boîtes dans le camion de location, ressentant un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Jason n'a même pas dit au revoir, passant devant moi d'un air ostentatoire, les yeux rivés sur son téléphone. Mais Émilie m'a serré fort dans ses bras et a murmuré « Tu vas me manquer, mamie ». Ces mots m'ont brisé le cœur, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. À quoi penses-tu? La voix d'Édouard me ramena au présent. Il se tenait sur le seuil de la cuisine avec 2 tasses de café fraîchement préparées. Aux enfants, répondis-je honnêtement en prenant une tasse. À quel point tout a changé? Édouard hocha la tête, s'asseyant à côté de moi à table. L'un d'eux a-t-il appelé? Kevin a appelé hier, dis-je en souriant faiblement. Jenny passe sa 2e échographie la semaine prochaine. Ils veulent connaître le sexe du bébé. Et Lorraine? Je secouai la tête. Depuis son déménagement, Lorraine n'avait pas passé un seul coup de fil ni répondu à aucun de mes messages. C'était comme si elle avait construit un mur entre nous. Elle a besoin de temps, dit Édouard en couvrant ma main de la sienne. Elle est fière. Elle l'a toujours été. Je sais, soupirai-je. Je me demande juste parfois, peut-être avons-nous été trop durs avec eux. Édouard réfléchit un instant, puis secoua la tête. Non, nous avons été justes. Ils ne nous ont pas laissé le choix, Martine. Et regarde-nous maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, nous pouvons respirer librement dans notre propre maison. Il avait raison. Malgré le vide et les élans occasionnels de culpabilité, les dernières semaines nous avaient apporté, à Édouard et moi, un sentiment de liberté inattendu. Nous étions à nouveau maîtres de notre temps, de notre espace, de nos décisions. Personne ne nous demandait d'emmener les petits-enfants à l'école, de cuisiner pour 9 personnes ou de prêter de l'argent jusqu'à la fin du mois. Nous avons rendez-vous avec l'agent immobilier à 10 heures, me rappela Édouard en jetant un coup d'œil à sa montre. Nous devons nous préparer. Je hochai la tête, finissant mon café. Le voici, le prochain chapitre de notre vie, celui que nous allions annoncer à nos enfants aujourd'hui. Après de longues conversations et des nuits blanches, Édouard et moi avions pris une décision qui m'aurait semblé folle il y a quelques mois à peine, vendre la maison. Notre grande maison chaleureuse où nous avions vécu tant d'années, où chaque coin recelait des souvenirs. Mais maintenant que les enfants étaient partis, elle semblait trop spacieuse, trop lourde pour 2 personnes âgées. De plus, c'était une chance de commencer un nouveau chapitre, de réaliser un rêve qu'Édouard et moi avions repoussé pendant des années. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Rita Fournier, une femme énergique en tailleur strict, me fit bonne impression dès le premier instant. Professionnelle mais pas froide, attentive aux détails mais pas intrusive. Monsieur et Madame Corbett, votre maison est tout simplement magnifique, dit-elle en regardant le salon. L'immobilier dans ce quartier est très demandé en ce moment. Je pense que nous pouvons en demander un très bon prix. Nous avons passé les 2 heures suivantes avec elle, parcourant chaque pièce, discutant des points forts de la maison et des petites améliorations qui pourraient être faites avant de la mettre sur le marché. Quand Rita est partie, promettant de nous envoyer une offre de prix pour le soir, Édouard et moi avons échangé un regard avec un léger sentiment de malaise. « Tu es sûre d'être prête ?» demanda-t-il en passant son bras autour de mes épaules. « On peut encore changer d'avis. » Je pris une profonde inspiration, regardant autour du salon, familier jusqu'à la dernière fissure au plafond. Je suis sûre. La maison n'est que des murs. Notre vrai foyer, c'est là où nous sommes ensemble. Édouard sourit, et je vis dans ses yeux la même détermination que je sentais dans les miens. Alors, invitons les enfants à dîner demain. Nous leur parlerons de nos projets. Mon cœur se serra. Tu crois que Lorraine viendra? Si ce n'est pas pour nous, alors au moins par curiosité, ricana Édouard. Tu connais ta fille. À ma grande surprise, tout le monde se présenta à l'heure convenue le lendemain. Kevin et Jenny arrivèrent les premiers, avec un petit bouquet pour moi, ce qui était gentil. Lorraine, Bruno et les enfants avaient 15 minutes de retard, mais ils vinrent quand même. Lorraine avait l'air tendue,
gardait ses distances et dit à peine bonjour. Jason, comme d'habitude, était collé à son téléphone, mais Émilie me serra immédiatement dans ses bras, et je sentis mon cœur se serrer de tendresse pour cette fille. Merci d'être venu, dis-je quand tout le monde fut installé dans le salon. Cela signifie beaucoup pour Édouard et moi. Qu'y a-t-il de si important dont vous vouliez parler? Demanda Lorraine, croisant les bras sur sa poitrine. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Je remarquai que Kevin lança un regard désapprobateur à sa sœur. Mais il ne dit rien. Nous avons pris une décision, commença Édouard en me prenant la main. Et nous voulions que vous soyez les premiers à le savoir. Vous allez dans une maison de retraite? Demanda calmement Jason sans même lever les yeux de son téléphone. Jason, le gronda Lorraine, bien que je remarquai qu'il n'y avait pas de véritable indignation dans sa voix. Non, répondit calmement Édouard. Nous vendons la maison. Il y eut un silence. Même Jason leva les yeux de son téléphone, nous regardant avec incrédulité. Lorraine pâlit. Vendre? Demanda Kevin. Mais pourquoi? Où allez-vous déménager? Je pris une profonde inspiration et commençai à expliquer le plan sur lequel Édouard et moi avions travaillé ces dernières semaines. Nous achetons un camping-car. Il est petit mais très confortable, avec toutes les commodités, et nous allons voyager à travers le pays. Quoi? Lorraine se leva d'un bond. Vous plaisantez? À votre âge? Qu'est-ce qui ne va pas avec notre âge? Demanda Édouard avec défi. Nous sommes en bonne santé, pleins d'énergie, et enfin libres d'obligations. Mais c'est de la folie. Lorraine me regarda, puis Édouard, puis de nouveau moi. Un camping-car, voyager. Vous n'aimez même pas le camping. Nous n'avons jamais essayé, objectai-je. Mais nous avons toujours rêvé de voir le pays. Les gorges du Verdon, le parc des Écrins, la Camargue, tous les endroits que nous avons reportés parce que nous étions trop occupés à nous occuper des autres. Je remarquai le visage de Lorraine vaciller à ces mots, mais elle retrouva rapidement son sang-froid. Et vous pensez vraiment que vous pouvez vivre dans une minuscule caravane après cette maison? Sa voix était incrédule. Ce n'est pas juste une caravane, dit Édouard, sortant des brochures colorées du dossier et les étalant sur la table basse. C'est un camping-car intégral de classe à entièrement équipé. Il a une cuisine, une chambre, une salle de bain, toutes les commodités. Les enfants se tendirent vers les brochures avec curiosité. Émilie regarda avec admiration les photos des intérieurs luxueux des camping-cars modernes. Ça a l'air cool, admit-elle. Comme un petit palais mobile. Exactement, sourit Édouard. Nous avons déjà organisé un essai pour la semaine prochaine. Nous voulons voir si ce mode de vie nous convient. Et l'argent? Demanda Bruno, se joignant à la conversation pour la première fois. Ces engins ne sont pas donnés. La vente de la maison couvrira le coût du camping-car et laissera assez pour une vie confortable pendant des années, répondit Édouard. De plus, nous économiserons sur les charges, la taxe foncière et les autres dépenses liées à l'entretien d'une grande maison. J'observais les visages des enfants, essayant de jauger leurs réactions. Kevin avait l'air surpris, mais pas choqué. Jenny semblait légèrement alarmée. Lorraine était clairement secouée, son visage reflétant toute une gamme d'émotions, de l'incrédulité à l'envie. « Et nous ?» demanda-t-elle doucement. « Je veux dire, si vous vendez la maison et voyagez tout le temps, quand est-ce qu'on se verra ?» Pour la première fois depuis longtemps, j'entendis de la vulnérabilité dans sa voix, que Lorraine cachait si soigneusement d'habitude derrière un masque d'assurance. « Nous reviendrons, » répondis-je doucement. « Nous prévoyons de passer plusieurs mois par an à Nantes, peut-être louer un appartement pour cette période. Et bien sûr, nous serons toujours en contact. Appels téléphoniques, chats vidéo. La technologie nous permet maintenant d'être proches même quand nous sommes à des milliers de kilomètres. Mais ce n'est pas pareil, dit Lorraine. Et je fus surprise de voir des larmes briller dans ses yeux. Non, ce n'est pas pareil, acquiesça Édouard. Mais le changement fait partie de la vie, et parfois il est nécessaire. Il y eut un silence, rompu seulement par le bruissement des pages des brochures que les enfants feuilletaient. Finalement, Kevin se racla la gorge. Et l'argent de la vente de la maison? Je veux dire, il en restera pas mal après l'achat du camping-car, non? Je jetai un coup d'œil à Édouard. C'était le moment pour la deuxième partie de notre surprise. Oui, il en restera, hochai-je la tête. Et nous avons décidé de mettre une partie de cet argent de côté pour l'éducation de nos petits-enfants. Les visages de Lorraine et de Kevin s'illuminèrent.
Même Bruno se pencha en avant avec intérêt. Vraiment, sourit Lorraine pour la première fois de la soirée. C'est très généreux de votre part. Mais il y a une condition, ajouta Édouard, et le sourire de Lorraine s'estompa légèrement. L'argent sera sur un fonds bloqué que nous gérerons. Il sera directement affecté à leur éducation, pas aux dépenses familiales générales. J'observais attentivement la réaction de ma fille. Je m'attendais à de l'indignation, à des accusations de méfiance, mais Lorraine hocha simplement la tête lentement. C'est juste, dit-elle doucement. Après tout, c'est votre argent. Sa réponse me surprit. Peut-être que les leçons des derniers mois n'avaient pas été vaines. Ou était-ce juste une retraite tactique? Et pour les études du bébé? Demanda Jenny, posant instinctivement la main sur son ventre encore presque plat. Bien sûr, pour lui aussi, souris-je. Ou pour elle. Nous voulons que tous nos petits-enfants aient des chances égales. Jenny hocha la tête avec gratitude. Et je remarquai que Kevin lui serra la main. Quand prévoyez-vous tout cela? Demanda-t-il. La vente, l'achat, le déménagement? Si tout se passe comme prévu, dans 2 ou 3 mois, répondit Édouard. Rita, notre agent immobilier, dit qu'une maison dans ce quartier devrait se vendre rapidement, et le modèle de camping-car que nous avons repéré est disponible chez le concessionnaire. Si vite. Lorraine avait l'air confuse. Mais et toutes vos affaires? Les meubles, les souvenirs de famille. Nous ne prendrons que l'essentiel et les choses qui nous sont chères, expliquai-je. Le reste, nous le vendrons ou peut-être que vous voudriez prendre quelque chose pour vous. Lorraine hocha la tête silencieusement, et je remarquai qu'elle regardait le salon avec des yeux neufs, comme si elle le voyait pour la première fois ou lui disait au revoir. Mamie, dit Émilie de manière inattendue. Je peux avoir ta machine à coudre? Tu m'as appris à coudre, tu te souviens? Je veux continuer. Je sentis les larmes monter à mes yeux. Ma vieille machine à coudre, qui avait été retirée sans ménagement de sa chambre il y a quelques mois, trouverait maintenant une nouvelle vie entre les mains de sa petite fille. Bien sûr, ma chérie, elle est à toi. Émilie rayonna, et je surpris un regard reconnaissant de la part de Lorraine. C'était peut-être le chemin de la réconciliation, à travers les enfants, à travers ces petits moments de connexion entre les générations. Je peux avoir ta télé? Demanda soudain Jason. Et tout le monde rit, soulageant la tension. On verra, répondit Édouard avec un sourire. On en aura besoin d'une plus petite dans le camping-car. Le reste de la soirée se passa dans une atmosphère étonnamment chaleureuse. Nous avons montré aux enfants les itinéraires que nous avions prévus et parlé des endroits que nous voulions visiter. Même Lorraine, qui avait été sceptique au début, se laissa progressivement gagner par l'enthousiasme, proposant ses propres idées et des endroits qu'elle pensait que nous devrions visiter. Quand les enfants sont finalement partis, promettant de passer bientôt et d'aider à trier les affaires, Édouard et moi sommes restés dans le salon, sirotant du thé et réfléchissant à la soirée. Eh bien, ça s'est mieux passé que ce à quoi je m'attendais, admis-je en m'adossant au canapé. Surtout avec Lorraine. Je pense qu'elle commence enfin à comprendre, dit Édouard pensivement, que nous ne sommes pas seulement des parents, des grands-parents, mais des personnes avec nos propres rêves et projets. Je l'espère, soupirai-je. Bien que c'était étrange de la voir si vulnérable quand elle a demandé comment nous allions nous voir. C'est naturel, dit Édouard en passant son bras autour de mes épaules. Peu importe comment elle se comporte, tu es toujours sa mère. Et au fond, elle a peur de perdre ce lien. Je hochai la tête, sachant qu'il avait raison. Derrière toute l'assurance, les exigences et la manipulation, Lorraine avait tout autant besoin d'amour et d'approbation parentale que la petite fille qu'elle était autrefois. Tu sais, dis-je, peut-être que cette distance sera bonne pour nous tous. Elle nous donnera une chance de nous voir sous un nouveau jour, d'apprendre à apprécier le temps que nous passons ensemble au lieu de le considérer comme acquis. Comme on dit, il faut parfois s'éloigner pour mieux se retrouver. Édouard sourit. Les semaines suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Rita trouva des acheteurs pour notre maison plus vite que prévu. Une jeune famille avec 3 enfants qui tomba amoureuse des pièces spacieuses et du grand jardin. Édouard et moi avons fait un essai du camping-car rapido et nous fûmes ravis. C'était exactement ce dont nous avions rêvé. Compact mais confortable, avec des appareils modernes et un intérieur chaleureux. Le plus difficile fut de décider quoi emporter et quoi laisser. Chaque objet de la maison renfermait des souvenirs et des histoires de nos vies. Mais Édouard avait raison. Nous ne pouvions pas tout emporter. Il fallait donc choisir ce qui était vraiment important.
Les enfants venaient presque tous les week-ends pour aider à trier nos affaires, emballer ce que nous voulions garder et organiser un vide-grenier pour le reste. À ma grande surprise, Lorraine fit preuve d'une attention inattendue, m'aidant à trier les albums photos et les souvenirs de famille, emballant soigneusement ce que je voulais emporter. « J'ai été injuste avec toi, maman », dit-elle une fois alors que nous trions de vieilles photos. « Et avec Édouard. Vous avez tant fait pour nous et nous avons juste pris cela pour acquis. » Je levai les yeux, surprise par cet aveu soudain. « Lorraine, Non, laisse-moi finir. » Elle leva la main. « J'ai honte de la façon dont nous nous sommes comportés, surtout cette suggestion que vous déménagiez. C'était horrible de notre part. » Je regardai ma fille, ne sachant que dire. J'avais attendu ces mots pendant des mois, mais maintenant qu'ils étaient sortis, je ne ressentais ni triomphe ni satisfaction, seulement une tristesse tranquille pour le temps perdu et la douleur causée. « Merci, dis-je finalement. Tes paroles comptent beaucoup pour moi. » Lorraine hocha la tête, retournant aux photos, mais je remarquai que ses épaules se détendirent, comme si un lourd poids en avait été retiré. Kevin et Jenny passaient aussi souvent pour aider aux travaux plus lourds. L'échographie montra qu'ils attendaient une fille et ils avaient déjà choisi un nom, Grace, en l'honneur de ma mère. La nouvelle me remplit de joie et d'anticipation. Une autre petite fille, une autre occasion de transmettre l'amour et la sagesse à la génération suivante. Le jour de la finalisation de la vente de la maison, Édouard et moi nous tenions dans le salon, disant au revoir à l'endroit qui avait été notre maison pendant tant d'années. Les murs étaient nus. Les pièces résonnaient à chaque pas. Mais je ne ressentais pas la tristesse que j'avais crainte. Au lieu de cela, il y avait un sentiment de clôture et le début d'un nouveau chapitre, tout aussi excitant. « Tu es prête ?» demanda Édouard en me prenant la main. Je hochai la tête, jetant un dernier regard au salon vide. « Je suis prête. » Nous sommes sortis sur le porche où nos enfants et petits-enfants nous attendaient pour nous dire au revoir. Notre nouvelle maison sur roue brillait au soleil du matin, prête pour l'aventure. « Je n'arrive pas à croire que vous le faites vraiment », secoua la tête Bruno. Mais il y avait plus de respect que de scepticisme dans sa voix. « Moi non plus, souris-je. Pas même il y a quelques mois. Mais parfois la vie prend des tournants inattendus. »« Où allez-vous en premier ?» demanda Kevin, aidant Édouard à charger les derniers sacs. « D'abord le sud, » répondit Édouard. « Nous voulons voir l'automne dans les Cévennes, puis l'hiver sur la Côte d'Azur. Au printemps, nous prévoyons de nous diriger vers l'ouest. »« Ça a l'air incroyable, » soupira Jenny avec une pointe d'envie. « Promettez d'envoyer des photos. »« Nous le ferons. » Je la serrai doucement dans mes bras, attentive à son ventre qui s'arrondissait. « Et nous serons de retour pour la naissance. Je le promets. » Les derniers adieux furent touchants, mais pas tristes. Jason, à ma surprise, me serra fort dans ses bras et murmura « Soyez prudent sur la route, mamie. » Émilie pleura, mais c'étaient des larmes de joie mêlées de promesses d'appeler souvent et de montrer ses premiers projets de couture. Lorraine fut la dernière à s'approcher. Nous nous tenions face à face, mère et fille, séparés par des mois de blessures et d'incompréhension, mais toujours liés par les liens indéfectibles du sang et de l'histoire partagée. « Je t'aime, maman, » dit-elle simplement. « Et je suis heureuse pour vous. Vraiment. » Je la serrai dans mes bras, sentant les larmes monter à mes yeux. « Je t'aime aussi, Lorraine. Je t'ai toujours aimée et je t'aimerai toujours. » Nous nous sommes tenus l'une contre l'autre pendant un long moment, guérissant silencieusement les blessures que nous nous étions infligées. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai vu dans ses yeux non seulement la tristesse du départ, mais aussi un nouveau respect, à la fois pour sa mère et pour la femme qui avait enfin décidé de vivre pour elle-même. Édouard démarra le moteur, et notre maison sur roue vrombit doucement, prête pour le voyage. Je grimpai sur le siège passager et fis un signe de la main aux enfants et petits-enfants par la fenêtre. « Eh bien » sourit Édouard alors que nous nous engagions sur la route, laissant derrière nous notre ancienne maison et une partie de notre vie passée. « Prête pour l'aventure, Martine Corbett. » Je regardai droit devant, la route s'étirant au loin, l'horizon plein de promesses et de possibilités. « Plus que prête, » répondis-je, sentant mon cœur se remplir d'anticipation. « C'est notre nouveau départ, Édouard, et j'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve. » Nous nous sommes engagés sur l'autoroute, et je n'ai pas regardé en arrière. Devant nous, il y avait une nouvelle vie. Une vie où Édouard et moi n'étions pas seulement des parents ou des grands-parents. Pas seulement une commodité ou une ressource pour les autres, mais deux personnes encore pleines d'énergie, de curiosité et d'amour l'un pour l'autre, prêtes à explorer le monde selon nos propres termes. Après tout, n'est-ce pas cela,
Un nouveau départ? La liberté de choisir son propre chemin, le courage de laisser derrière soi ce qui ne nous sert plus, l'ouverture à de nouvelles possibilités et expériences. Et la prise de conscience qu'il n'est jamais trop tard pour réécrire son histoire, même si l'on a 67 ans et qu'on vient de mettre ses propres enfants à la porte de sa maison. Je souris à cette pensée en regardant la route devant moi. La vie est pleine de rebondissements inattendus.